Bonsoir, bienvenue au conseil municipal de Passy, la dernière session avant le mois de septembre, avant la trêve du mois d'août. Je vais d'abord, avant de passer la parole aux habitants, répondre aux deux questions qui avaient été posées pendant la demi-heure citoyenne au mois de juin par rapport aux travaux qui étaient chemin du Perret. Vous savez, on a amélioré la porte avec la chicane. Donc la durée des travaux, c'était l'entreprise Maria, était estimée à 1 semaine. Il y avait une information qui avait été délivrée dans les boîtes à lettres des riverains, mais il y avait eu un décalage par rapport à la date. Normalement, ça aurait dû débuter le 1er juin et se terminer le 5. Et l'entreprise donc a prévenu la commune le 29 mai, qu'elle ne pourrait pas démarrer dans les temps. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un petit décalage et il n'y a pas eu de nouvelle information aux riverains. Voilà. Et puis ensuite, il y a la société Colas qui s'est occupée de l'enrobé. Elle a indiqué qu'elle réaliserait les enrobés à partir du 15 juin. Et donc, un nouvel arrêté avait été pris en urgence par le service voirie. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu un petit décalage par rapport au calendrier initial. Bon, aujourd'hui, c'est livré, c'est terminé. Mais c'était pour répondre à la question de Monsieur Somavilla. Puis, il y avait une question qui avait été posée par rapport à l'éclairage public qui était en panne sur le secteur de l'Aravoir. Donc, nous, on a, en tant que client avec le réseau, là, avec le CIAN, on a une plateforme où on signale les problématiques électriques. Donc ça avait été fait avec Christian. Je ne sais pas si ça a été résolu depuis. Bernard, tu sais s'il y a de l'éclairage public en panne sur le secteur de l'Aravoir? Sur le secteur de l'Aravoir, il y a de l'éclairage en panne ou pas encore? Bon, ouais, mais bon, c'est toujours un peu long. Là, il y a un poteau orange qui est tombé sur la voirie tout à l'heure sur la route du plateau d'Assy, entre le Cray et les Pattes. Bon, Orange nous ont dit qu'ils pouvaient pas envoyer d'équipe ce soir, donc le département a mis un feu en alternat. Heureusement qu'on fait pas comme eux, nous. Mais ça va avec les câbles de télécom qui traînent par terre ou qui traversent les routes à très basse altitude. Donc Orange, c'est bien une grande entreprise comme ça qui communique à outrance sur les Jeux Olympiques, mais ça serait bien qu'ils fassent leur boulot de base. Je pense que ça arrangerait tout le monde. Allez, on poursuit par les questions du public. Oui. Bonsoir, Michel Marais. J'aurais deux questions. La première concerne le problème qu'il y a eu avec le ravinement, l'érosion du chemin près de l'Arve. Oui, ils ont fait les travaux la semaine dernière. Ouais, donc du coup, c'est prévu la consolidation des berges en prévision d'autres... Alors, c'est ce qu'on avait déjà répondu. C'est le SN3A qui a la compétence sur ça. Nous, quand on a eu vent du chemin qui était encore plus érodé, on a fermé et on avait une visite du SN3A la semaine précédente, je crois. Donc, ils ont fait les travaux en urgence. Il y avait des problématiques de régularisation foncière. Bon, ils ont fait les travaux, mais l'idée, bien entendu, c'est de conforter les berges et puis de rétablir le cheminement dans une zone qui soit plus propice. C'est plus des travaux pour l'année prochaine, je sais pas. C'est ça, là, ils ont fait ça en urgence, entre guillemets, le SN3A. Après, j'ai pas de retour avec eux. On a une réunion prévue sur d'autres projets, mais on leur posera la question. D'accord. Voilà. J'avais une deuxième question concernant le lac. Oui. Le lac de Passy. En 2021, si je me trompe pas, il y avait une étude qui avait été faite avec des préconisations. L'étude c'était sur 1 an et puis préconisait je sais plus combien de choses. Est-ce que c'est prévu dans l'avenir quand certaines de ces mesures soient mises en place ou pas? Non, alors l'étude qui avait été faite sur le lac qu'on avait lancé nous, c'est Christelle qui a suivi ça, c'est elle qui va vous répondre. C'était sur la qualité de l'eau et la qualité des fonds marins entre guillemets. Oui. Voilà. Donc si Christelle tu prends le micro, tu réponds s'il te plaît. On avait transmis l'étude à je sais plus qui nous l'avait sollicité. Nous on avait fait 2 ou 3 phases de revégétalisation des berges. Et en tout cas, l'étude, là, pour le coup, elle portait sur la qualité aquatique. Donc, vas-y, Christelle. Donc, sur effectivement l'étude sur la qualité de l'eau, donc déjà a dit que la qualité de l'eau était bonne, mais effectivement, on a un problème avec la turbidité et ça, c'est plutôt la matière organique et le fait qu'il y ait des poissons fouisseurs qui font remonter la vague. Donc ça, c'est un vrai problème, notamment les carpes et les tanches, parce que c'est ce qu'il y a énormément dans notre lac. Et en ce qui concerne les travaux que l'on pourrait mener, là encore, on attend le SM3A parce qu'il y a tout un programme de prévention des inondations et notamment des inondations sur Salanches. Et ça risque d'impacter le lac. Donc en fait, on se voit mal engager des travaux qui pourraient être ensuite redéfaits parce que le SM3A lui aussi va faire des travaux. Donc on est dans l'attente de l'avancée du programme qui est long effectivement, mais la prévention des inondations notamment qui concerne l'hôpital de Salanches, c'est un gros enjeu et donc on travaille avec le SM3A effectivement sur la question et le but c'est de travailler en concertation pour que si on fait des aménagements, ils correspondent à ce que veut aussi le SM3A. Le risque inondation, c'était au niveau de la Biale et du Nant d'Arbon qui arrive côté Domancy.
et qui pose un problème par rapport à l'entrée de Salanches. Or, la municipalité sortante de Salanches, de Georges Morand, ne voulait pas procéder à des travaux d'aménagement sur la partie amont de Salanches. Et moi, j'ai dit, il n'était pas question que le lac de Passy serve de fusible pour protéger Salanches, alors que les élus de Salanches ne souhaitaient pas faire les travaux. Donc, pour le moment, on a dit au SM3A qu'on en restait là. Il y a une nouvelle équipe à Salanches. Je pense qu'il y aura une autre vision des choses. Mais il était hors de question de sacrifier le lac pour récupérer des débordements importants. Et alors que Salanches avait l'obligation de protéger quand même son site, c'était la moindre des choses. Voilà. Mais en tout cas, comme l'a dit Christelle, il n'y a pas de problématique de qualité de l'eau sur le lac. Quand il y a beaucoup de monde, on a des analyses tous les 15 jours ou toutes les semaines, je me rappelle plus. C'est tous les 15 jours. C'est tous les 15 jours. Et puis, il y a une analyse visuelle, en fait, pour effectivement le problème de cyanobactéries qui se fait tous les jours, là. Par contre, le matin, les maîtres nageurs, avant d'ouvrir la baignade, doivent faire au moins déjà regarder l'aspect visuel de l'eau. Voilà. Et puis on rappelle qu'il y a une piscine municipale qui est ouverte et qui est parfaitement adaptée et aux normes. Et si les gens veulent plutôt aller à la piscine, il y a moins de monde, faut quand même le dire. C'est quand même plus agréable, notamment avec les enfants. Elle est ouverte et ils peuvent en profiter. Autre question? Merci. C'est bon? Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Monsieur Alain, tu avais une question? Ouais. Je voulais intervenir là, parce que j'ai été interpellé par la situation de monsieur Ouvrier Buffet, qui est berger sur le territoire de Passy à Baie. Suite avec une discussion avec eux, j'ai appris qu'il était obligé de monter du petit matériel, des médicaments et d'autres affaires, le tout dans un gros sac de montagne. Pour rejoindre le troupeau qui est à Platé, pour y accéder, il est obligé de monter à pied par Charbonnières jusqu'à Platé. De Platé au col du Colonel. Ceci représente une perte de temps et une difficulté de porter tout ce matériel en haut. Pour lui, ce serait plus facile de monter le matériel par le téléphérique des Grandes Platières, ceci arrivant 3 à 4 fois par an dans l'été. Dans les années précédentes, ils ont fait la demande auprès de Flaine, sans aucune réponse, direction du téléphérique de Flaine. Cette année, je me suis permis d'interpeller monsieur le maire concernant cette situation. Il serait tout à fait normal qu'il bénéficie de la gratuité du téléphérique. Une réponse a été donnée que la demande était... Alors attendez, que la demande était en bonne voie. Moi, je dis que c'est pas une réponse. Ouais. On dit oui ou non. Voilà. Alors on a eu... Seulement le téléphérique ferme le 28 août. À ce jour, aucune réponse. Je trouve ça regrettable. Peux-tu me dire où nous en sommes pour régler cette situation? Voilà. Alors, on avait interpellé effectivement la direction du domaine skiable par son directeur général. Monsieur Carra avait envoyé un mail. C'est suite à ce mail qu'on avait une réponse en nous disant que c'était en bonne voie. Et il y a eu 3 ou 4 relances de votre part depuis. Et on n'a aucun retour. Alors, c'est un peu dommage parce que actuellement, la station, le Grand Massif Domaine Skiable, qui est la société qui exploite Flaine, est en phase de communication sur son projet Flaine 2050. Et notamment par rapport aux orientations qu'ils veulent donner au domaine. Et ils font acte d'une certaine envie ou volonté au niveau de l'environnement. Bon, j'ai envie de dire, c'est dans l'air du temps et les clients, quels qu'ils soient, ils sont sensibles à ça. Mais les actes, c'est un peu mieux. Et c'est vrai que sur des alpages, c'est ce qu'on évoquait dernièrement, c'est important parce que les troupeaux, on l'oublie un petit peu, mais les troupeaux, qu'ils soient de moutons ou de vaches, entretiennent les alpages, et notamment quand ces alpages sont occupés par des pistes de ski l'hiver. Et quelque part, c'est grâce à la bonne qualité et à l'herbe qu'on a des domaines skiables qui soient plus faciles à adamer. Bon, donc je pense que ça pourrait être la moindre des choses, qui est au moins un libre accès, ça coûte pas cher, une remontée mécanique, elle soit ouverte pour 1 ou 100 personnes, le coût d'exploitation il est quasiment le même, l'électricité consommée elle est là, le personnel il est là, donc c'est vrai que dans une politique environnementale qui est revendiquée par GNDS, je pense qu'il pourrait au moins réserver une réponse favorable à la demande de l'agricultrice, qu'on connaît bien, on travaille avec eux sur le secteur de Platé, la bergerie est communale là-haut, donc on aimerait un retour de la part de Grand Massif Domaine Skiable, donc peut-être que le message passera différemment désormais. Moi, disons que je vais pas polémiquer, mais moi, il y a une chose qui me travaille, c'est quand on dit c'est en bonne voie.
Ah, Oui, voilà. c'est une question de formulation. C'est vrai que c'est pas toujours très facile à décrypter ce genre de prose, on va dire. Bon, en tout cas, sur le fond, je pense que ça serait quand même logique que les agriculteurs de temps en temps puissent prendre le télécabine et grande platière pour acheminer tout le matériel là-haut à Doudom. On leur dit pas, on va pas monter des mini-tracteurs dans les bennes, hein, on est bien d'accord. Je pense que ça pourrait être un geste favorable de la part de l'exploitant. Alors même si c'est pas une gratuité, qu'ils ont peut-être pas la possibilité de le faire, mais un tarif réduit, on va dire professionnel, qui serait tout à fait entendable. Surtout que dans l'ancienne convention qui avait été signée à l'époque en 2013, avec la première convention là qui nous octroyait 3300 € de redevance sur la commune, il y avait des forfaits qui étaient réservés pour le personnel communal et les élus de Passy. Hein, c'était du temps de la municipalité de Gilles Petitjean. C'est des choses qu'on a supprimées de la nouvelle convention, et donc ça veut dire qu'ils pouvaient le faire. Voilà. Alors par contre, nous, on a la possibilité aussi de missionner un agent ou un technicien sur des problématiques liées à notre territoire là-haut. Si demain, on parlait d'incendie tout à l'heure, bon voilà, ça peut être des choses comme ça, de bornage ou de problématiques avec l'espace naturel, on a la possibilité de le faire. Voilà. En tout cas, ça serait bien qu'on ait une réponse de GNDS à un mois de la fin de la saison d'exploitation du télécabine, surtout que là il fait beau, donc il doit être ouvert, il n'y a pas de problème. C'est bon? La réponse, merci. Monsieur Mehdi. Oui, pour ça. Je voulais te demander pour l'entretien d'une encruie en sous le café vert. Hein. Ouais. C'est dans un état, les arbres sont en travers. Je suis d'accord. Alors, je ne sais pas qui c'est de le faire. Bah normalement c'est SN3A. Hein. Ouais. Parce que le Nancruy. Parce que là, moi, Ouais. Là, je passe à pied. Là, je me suis encore fait la remarque dimanche dernier en contrebas. Là, ça. Ouais, on est d'accord. Ça a bien poussé. Parce que j'ai eu affaire à la police de l'eau. Alors. Ouais. Non, mais ils ont une DIG normalement, donc ils peuvent intervenir quand bon leur semble, même si sur du domaine privé. Mais on peut leur repasser le message. Hein, on voit avec le directeur. Bon, ils doivent avoir d'autres torrents à curer, mais je pense que c'est bien qu'ils le mettent dans le programme de travail. Là c'est dans un état. Ouais. Voilà. Ok. C'est tout. Ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Ah, il a levé la main, Daniel. Ah, Daniel, vas-y, c'est toi qui as levé la main en premier. Ouais. Vous battez pas. La conduite d'eau qui arrive, déjà, j'avais parlé d'une conduite d'eau qui arrive du plateau d'Assy en direction du Coudray, où ça a été réparé récemment. Oui. Donc mes cousins, là, hier avant-hier, m'ont dit qu'il y avait encore là où ça a été à peu près à il y avait quelques ça mètres, où ça a été réparé. Okay. Donc on avertit ouais, Tari et monsieur. Non mais Goulven, il rentre de congé semaine prochaine, mais il faut avertir le service. Ouais. Alors ce que j'avais dit l'autre fois déjà, ce tronçon-là, il fait l'objet d'une étude pour refaire tout le réseau. Hein. Parce que là, il est antique et il est fuyard, comme on dit. Mais euros qu'on l'air facile. Se déplaignent, ils disent pas ça. Quand t'es Sergi, hein. Bon, c'est comme ça. Deuxième chose, les travaux qui ont été faits au Cruy. Moi, j'y passe 2 fois par jour. Ça reste quand même chaud, hein, parce que comment vous allez faire pour faire une barrière? Comment l'hiver, les 4 fois où il y a de la neige, avec des boules d'arbres? Pour le chemin du Cruy. Ouais. Donc j'ai signé le bon de commande pour poser une barrière bois à glissière bois. Bah ça ils se débrouilleront, c'est leur métier. Hein. Ouais. Mais bon, ça reste un chemin hein, à la base. Il est quand même pas large. Hein. Je crois. Ouais. Bon, faut quand même pas. Vous avez des boules d'arbres, un peu de neige, si jamais là, vous faites le saut de l'ange. Hein. Ouais. Enfin bon, là vu l'argent qu'on a mis bloqué dans les sapins dessous, enfin les chênes. Ouais. Ah mais faut conduire doucement. Hein. Ouais, plus doucement que moi, ça n'existe pas, monsieur le maire et monsieur les élus. Non. Non, quand on amorce le virage. Ouais. Non, bon, de toute façon, la zone est assez ombragée, ça reste humide, c'est sûr qu'il faut faire. Récemment, il y a un camion de fioul, petit camion, je dis bien petit. Il a fait marche arrière jusqu'à la nationale, là où il y a la statue de Calder. Ouais. Pas pu passer, le gars. Il allait livrer là-haut sur le Cruy. Les 2 habitants, puisque on nous a quittés et. Ouais, bon après voilà, là, on va pas élargir la route pour un camion de full par an. Hein. Ça nous a coûté plus de 280 000 € de confortement, plus le surplus, donc bon. Je sais pas, les personnes qui décident, je sais pas, qui donnent des travaux à faire. Je me dis. Ouais, mais là, vous savez quand même qu'on a fait une étude géotechnique. Je vais pas compter dans le prix final. Hein. Voilà, donc c'est AcroBTP, je crois qui sont venus. C'est des travaux qui étaient quand même techniques. Donc on n'a jamais dit qu'on ferait une 2x2 voies. Non, donc, on voit des points rouges, moi, j'ai demandé des tiges filetées, je sais pas, mais. Moi, j'ai demandé à ce qu'on ajoute. Faut y aller pour voir. J'ai demandé à ce qu'on ajoute. C'est certain que si on passe à pied. Ils me laissent pas parler, hein. Il y avait pas de glissière avant, hein, de mémoire, hein. Non, c'est sûr. Voilà. Comme à la Carabotte, il n'y en avait pas. Bon, on en a fait mettre. Donc là, on va mettre des glissières en bois.
Sur les zones, on va pas faire la totalité du linéaire, mais sur les zones les plus exposées. Donc, il y en a encore pour un petit billet. Donc ça, c'est Est-ce que prévu. les étoiles qui ont été fixées dans l'axe dessous avec des machines ne sont pas assez hautes? Je sais pas pourquoi. Et mettre des boules d'arc. Ah, j'irai pas remettre en question la technicité des. Je pense qu'en ayant vu visiter le chantier sur place, ils savent à peu près de quoi ils parlent. Ouais, ouais. Donc voilà. Mais donc en tout cas, les glissières sont prévues. Est-ce qu'il y a une autre question? Sinon, c'est Monsieur Bader. Le Baron, ça secouait énormément parce que le gars qui est venu au mois de mai-juin, bon, il a fait ce qu'il a pu. Il avait qu'un pick-up et quelques brouettes de tout venant, là, de noir. Ce qui est pris. Sur le chemin de Varan? Ah ouais, c'est impressionnant. Ouais. Deux, trois endroits, ça mériterait. Bon, maintenant. Ouais, mais comme vous faites des travaux, on va pas les refaire le chemin alors qu'il y a des engins qui passent tous les jours. Hein. Ça peut se tasser, monsieur le maire. Hein. Non, non. C'est bien, on fait des travaux. Ouais, mais les travaux finis, on verra. Et puis on verra peut-être qu'il y en a qui Il y a deux, contribuent. trois endroits, ça mériterait quand même. Oui, qu'il y a c'est un des bon chemins. tas au Coudray. Ouais. C'est un chemin 4x4, hein. Oui, oui. Donc de là, pareil, on a eu des demandes sur les ailleurs, ça reste des chemins 4x4. Donc on fera pas, il y a rien de prévu pour le moment sur le chemin de Varan et surtout pas pendant les travaux. On verra cet automne. Vous restez plus bas avec votre Willis. Vous montez pas. Non, mais moi je monte à pied. Je suis monté le week-end dernier. Voilà. Donc j'ai pu voir d'ailleurs que ce qu'on avait fait sur l'arrivée à l'achat d'en haut, on a refait le chemin et la partie tout en argile à l'arrivée, elle a pas bougé, elle est très propre. Voilà. Non, je suis monté à pied par les chemins le week-end dernier sous la pluie. Mais en tout cas, on fera pas de travaux tout de suite, ça c'est clair. Puis surtout en pleine saison d'été où c'est blindé de monde, hein, là. Hein. Ça circule, hein. Oui, ça circule, oui, effectivement. Ok, Monsieur Bader. Moi, la première chose, c'est juste pour information. Les arbres qui sont le long du chemin de Curala, qui sont sur la commune, Ouais. qui appartient à la commune, du temps de votre prédécesseur, ils étaient déjà bien malades, voire morts, et je m'étais proposé de les couper et de les remplacer. Et vous étiez intervenu en disant non, faut les laisser parce Ouais. que ça fait de la biodiversité, tout ça. Non, on avait dit qu'on les couperait pas. Les Ouais. insectes et tout ça. Ouais. Selon là, maintenant, 10 ans plus tard, la biodiversité, elle est prête à se casser la gueule sur la route. Ah ouais. Donc, avec un peu de chance, ça tombera à 3 heures du matin pendant une nuit d'hiver, mais c'est pas sûr. Ouais. Voilà. Bon, De temps en temps, il y a des morceaux qui se détachent, ça tombe sur la route. Bon, tout ça. on peut envoyer service espace vert, mais je crois qu'ils avaient déjà été expertisés. Ils nous avaient dit, Dominique, que ils étaient pas malades et qu'ils nécessitaient pas une coupe. Ils sont morts. Alors, c'est sûr. Ils sont Ça a pas peut-être morts. changé depuis. On verra avec Dominique ce qu'il en pense et puis si ça c'est le responsable du service qui nous dira si ça vaut le coup ou pas. Ok. Voilà. Et puis, je voulais revenir sur un événement. Moi, j'avais une servitude qui menait à ma propriété pour le chemin de Curala, que j'utilisais tout le temps. Et les services d'urbanisme de la saison 1, le propriétaire qui a une parcelle de terrain et qui voulait construire sur ma servitude. Dans un premier temps, ça a été rejeté. Le permis de construire a été rejeté. Les propriétaires sont revenus à la charge en expliquant que je pouvais faire le tour et qu'eux, ils pouvaient construire. Et donc, la personne qui a succédé à celle qui avait invalidé le permis la première fois, bien, dit, puisqu'ils peuvent faire le tour, je valide. Donc, maintenant, si je passe devant la propriété de ce monsieur, je risque de me faire casser la gueule. C'est-à-dire que la prochaine fois qu'il me voyait passer, il me tapait dessus. Bien que j'avais tous les droits, celle de servitude est enregistrée, elle est sur le plan cadastral, les hypothèques de Bonneville, et pourtant, on a donné l'autorisation de construire. Ouais, alors dessus. bon, Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? les questions du public, elles sont pas faites pour apporter des problématiques personnelles. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est à reprendre rendez-vous avec le service urbanisme et foncier, leur faire part de vos remarques. Ça me paraît un peu bizarre. On a des gens quand même plutôt compétents. Il y a quand même bien une base juridique sur laquelle ils se sont basés pour voir qu'il y avait effectivement cette servitude ou pas. Bon, je connais pas le dossier comme ça, plus que ça, mais je vous invite à prendre rendez-vous avec l'Urba et puis à regarder en détail. Cécile Réglisse, qui est l'adjointe à l'aménagement du territoire, peut tout à fait être présente avec vous à ce moment-là et puis vous regarderez ensemble. Mais bon, en tout cas, on règle pas de problématiques personnelles là pendant la séance du conseil, je suis désolé. Mais vous pouvez prendre attache après, à la fin, Monsieur Carra signalera ça à la directrice de l'Urba, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui. Bonjour, Colin Calvo. Bonjour. On a l'éclairage public qui est en panne à Marlioz depuis 3 jours. Ah, dans l'avenue de Marlioz? Avenue de Marlioz et rue de Montfort. Ouais, bon, comme d'hab. On a un souci sur le secteur. Bah, faut le voir, faut le signaler à la plateforme du CIAN. Ok. Parce que des fois ça marche, après c'est réparé, ça marche plus. Bon. Ok, ça marche.
C'est bon? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez, Daniel. Une fois, je vous avais déjà posé la question, les élus, tout, monsieur le maire, Ouais. comment se fait-il que vous ayez coupé la lumière au Coudray? On m'en parle sans cesse. Un soir, je suis monté parce que ma nièce était pas bien. Je sais que les journées sont longues. Eh ben, c'est pas, c'est, La lumière à 23 heures? ouais, Mais franchement, on l'a déjà expliqué à plusieurs fois. Alors, je le redis. il y a quand même quelques habitations. Il y a des gens qui... Mais vivent oui, à mais Paris. les voitures, elles ont des phares quand même Oui, mais aujourd'hui. quand elles arrivent, Bon. elles font tout droit. Ouais. Donc là, au Coudray, il y a combien de personnes qui habitent? Ben, il y a 1, 2, 3, allez, 4 maisons. quatre- Voilà. quatre ou cinq. Donc la note d'électricité qu'on a décidé de baisser à l'époque au moment de l'invasion de l'Ukraine en 2022 et la problématique énergétique qui a touché toute l'Europe et qui retouchera à un moment ou à un autre l'ensemble du territoire, on le voit avec le yo-yo aujourd'hui sur les marchés du pétrole. On a mis en place une politique de sobriété énergétique, y compris pour les bâtiments communaux. Et donc, on a dit qu'on coupait, comme 57% des communes en France, l'électricité en période nocturne où ça ne sert à rien. La majorité des communes du Pays du Mont-Blanc le pratiquent, voire la quasi-majorité. On sait qu'il y en a une qui le fait pas, mais il y en a peut-être d'autres aussi. Donc, on éteint à 23 heures. Et puis, comme à Passy, on n'est pas ni dans le centre de Lyon, ni dans le centre d'Annecy, il n'y a pas de sortie de boîte ni de bar de nuit qui nécessiterait d'accompagner les gens vers leur véhicule à cette heure-là. On est quand même une collectivité qui est périurbaine, y compris et surtout à Baie. Et nous, on a plutôt des retours de personnes qui nous disent qu'ils apprécient effectivement de retrouver une nuit normale, à peu près normale. Je parle même pas de la biodiversité, ou des lampadaires éclairés devant les maisons. On parlait de la ravoir tout à l'heure. Il y en a un qui avait été cassé il y a 2-3 ans. Et les voisins nous ont dit surtout ne le remettez pas en place, ça éclaire chez nous. Bon. Donc, il y a une période, c'est le passé, les années 70-80, c'était comme ça. L'énergie était pas chère, on s'en foutait. Aujourd'hui, l'énergie est chère. Ça demande de l'entretien et il y a des zones où c'est pas pertinent de les avoir, notamment dans les zones périphériques au lieu de vie. Voilà. En tout cas, on fait des économies substantielles. C'est le budget de fonctionnement de la mairie, et ça fait des beaux montants. Donc voilà. Donc c'est simple. Et puis comme tout le monde maintenant a un voire plusieurs portables, quand on sort de la voiture, il y a la fonction lampe torche, ça marche nickel. Voilà. Donc franchement, on changera, en tout cas là-dessus, on changera pas. Et je vous dis, et puis on vous écoute, monsieur le maire. Il y a beaucoup de gens qui vous écoutent. Mais je vais remettre en plus un argument qu'on nous sort à tort. Toutes les communes, et c'est le cas pour Passy, l'extinction de l'éclairage public ne génère pas d'insécurité supplémentaire. Au contraire, c'est pas moi qui dis, c'est les gendarmes. Voilà. Donc il y a une fausse idée par rapport à ça. Donc justement, quand l'éclairage est éteint, on voit s'il y a des éclairages qui s'allument pour faire des méfaits, par exemple. Voilà. Donc, en tout cas, c'est des chiffres qui sont nationaux, y compris, on a demandé à plusieurs reprises au patron de la brigade de Shed. Donc, il n'y a même pas cette problématique-là. Donc, dans les stores, Gilles, Catherine, on m'excuse, il y en a qui servent à rien. De quoi? Aux stores, qui sont illuminés. Ah, c'est possible, il faut nous le dire, on va les supprimer. Bon, on les peu que j'y vais, mais voilà, beaucoup me posent la question. Effectivement, quand on a rationalisé les candélabres. C'est ce qu'il a compris. Il a carrément supprimé. Ah ouais, mais carrément supprimé. On a supprimé des candélabres qui étaient dans des chemins entre deux hameaux. Genre, je pense à un notamment au Sauvage, qui servait à rien, quoi. En plein dans la forêt. Bon, c'est l'héritage. Il y a des candélabres, ils sont branchés, ils sont même pas sur le circuit communal. Bon, on savait, sur le plateau, là-bas, sur Pracoutan. C'était tout sur Pracoutan. Bon, voilà, on essaie de rationaliser, effectivement. Il y en a peut-être encore des points noirs dans ce domaine-là. Et puis au niveau de l'éclairage LED, on a plus de 65% aujourd'hui des 1000, alors il y en a plus que 1600 des points lumineux sur Passy qui sont passés en LED. Et on continue chaque année, on met plus de 100 000 euros là-dessus. Voilà. Mais on vous écoute. Si ta question, les élus, monsieur le maire. Ouais, voilà. Si ta question c'est, il y a encore peut-être des points un peu marginaux à réduire et tout ça, nous on l'entend tout à fait. C'est possible, c'est tout à fait possible. Voilà. Ok, plus de questions, c'est bon? Allez, merci. On va démarrer la séance. Il est 19h26, je déclare la séance du conseil municipal ouverte. Je voulais attester que l'envoi des documents inhérents au conseil municipal et les convocations et la publicité relative à ce conseil municipal a été faite dans le respect des délais. Au nom du conseil municipal, je voulais adresser nos condoléances aux familles récemment endeuillées avec les avis parus dans la presse. Donc Hélène Azzori, née Go, Yumna Baladi, née Belama,
Marie-Hélène Ciprianine et conseil, Jacqueline Paget, donc la maman de Patrick, notre agent à la voirie, on a une pensée bien particulière pour lui et c'est son oncle et sa famille. Anne-Marie Faustin et Payot, Georges Thévenet, Charles Fogola, Serge Galassio, Paul Brion, et puis très récemment Janine Ravasi née Perrin. Et puis on a quand même des naissances là, le niveau de naissance remonte un petit peu depuis quelques mois et c'est très bien. Donc on a Luis Puyer della Luce, ou della Luce, non della Luce, Charles Théo Coustroy, Marin Burati-Louvel, donc qui est le fils de notre directrice des équipements touristiques de Capucine, Cali Flamia, Lou Poletti Adam et Léon Pignol Garot. Voilà, donc là on a 6 naissances avec l'autorisation des parents. On demande l'autorisation avant de les lister au conseil municipal. Je vais procéder à l'appel. Secrétaire de séance, c'est Christelle Rebet, tu le savais? Ben voilà, maintenant tu le sais. T'es d'accord? Est-ce qu'il y a des oppositions? Non, il n'y a personne de ce côté-là ce soir, ça fait bizarre. Ok, donc Christelle Capset qui accepte d'être secrétaire de séance. Ensuite, au niveau des élus, donc Vanessa Tournier va arriver en retard. Donc pour le moment, elle a donné un pouvoir à Ludovic Dussert. Clément Valentin donne pouvoir à Patrick Amadei, Christelle Rebet donc, Ludovic Dussert, Cécile Régis, Jean Fontaine, absent excusé, me donne pouvoir, Delphine Chatrian, je l'ai vu, Jean-Yves Demelin donne pouvoir à Christelle Rebet, Vanessa elle arrive, donc c'est tout bon. Donc Jean-Yves, il perfectionne son coup de crayon et ses crayons de couleur et ses dessins avec ses petites filles. Natacha Chakalov qui est là, Patrick Amadei, je l'ai dit, Lisa Grosset, Taoufik Douce, donc qui donne pouvoir à Tristan Gonzalez. On souhaite un bon rétablissement à Tao qui sera avec nous la semaine prochaine. Annette Bordon, Ludovic Pichon, je l'ai vu. Véronique Vizet donne pouvoir à Cécile Régis, Pierre Morel. Anne-Marie Fontaine donne pouvoir à Natacha Chakalov, Jean-Pierre Morin. J'étais du mauvais côté, d'habitude t'es toujours là. Pauline Seria donne pouvoir à Delphine Chatrian, Tristan Gonzalez, Élise Fayard, Maurice Sadzo, Muriel Ravello-Giana, Sébastien Simon, Catherine Parseveau-Fivel, Alexis Moziman, Annabella Dos Santos, je l'ai pas vu, donne pouvoir à Catherine Parseveau-Fivel, Philippe Pernin donne pouvoir à Alexis Moziman, Mathilde Lahouste, André Pastéris, Pauline Bouvier donne pouvoir à Fabrice Dugerdil et Fabrice Dugerdil. Bon, on sait que ce soir, c'est le deuxième jeudi guinguette organisé par l'Office du tourisme, donc il y a des absents. Donc ça commence à 18h. On va essayer de pas trop traîner, comme ça peut-être que vous pourrez aller faire le finish. En tout cas, ça a super bien marché la semaine dernière. Il faisait beau, j'espère que ça sera pareil pour ce soir. C'est une belle initiative de l'Office du tourisme à Chède. Alors, on va commencer par l'ordre du jour et l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 25 juin. Est-ce qu'il y avait des remarques ou des corrections à apporter? Non, pas de remarques. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Votée à l'unanimité, je vous remercie. Deuxième délibération, je vous la présente, donc elle concerne le règlement intérieur du conseil municipal. Donc vous savez qu'à chaque mandature, on peut ajuster, modifier le règlement intérieur du conseil municipal. Donc dans les 6 mois après l'installation, donc le contenu est fixé librement, mais bon, on fait pas ce qu'on veut. Il y a quand même le code général des collectivités territoriales à respecter en termes de base législative et réglementaire. Donc c'est l'article L 1992. On reprend la charte de l'élu local, qui est un nouveau document également dans ce règlement intérieur. Je vais vous lister les principales modifications les modifications qu'on a apportées. Donc on a modifié le délai de convocation, notamment dans le cadre du vote du budget. C'est une modification législative qui est intervenue pendant le mandat, donc c'est 12 jours francs. Avant, par rapport au vote du budget, c'était les 5 jours francs. Là, la loi a changé, donc c'est 12 jours francs. On a enlevé 2 commissions qui étaient un peu redondantes, notamment la commission solidarité qui était redondante avec le CCAS. Donc on se restreint à 10 commissions. On a ajouté la commission, on a gardé les mêmes élus, les mêmes structures de commission pour tout ce qui est conseil, les appels d'offres, je vais y arriver, commission d'appel d'offres et les appels à manifestation d'intérêt. On a renommé, c'était déjà le cas à l'époque, 3 comités consultatifs, donc le comité consultatif environnement, le comité consultatif culture et le comité consultatif sentier de montagne.
dont un éminent membre est dans la salle ce soir. On a également ajouté le conseil municipal des jeunes et des enfants. Donc l'année dernier mandat, on avait créé le conseil municipal des enfants. Donc là, avec la proposition des élus, on a élargi un peu la plage d'âge. Donc ça ira du CM1, CM2, 6e et 5e. Donc les élections auront lieu à la rentrée prochaine. Il y aura 20 élus. Donc on a ajouté ça au règlement. Rappel par rapport à la présidence de séance. Donc la parole doit être demandée et c'est le maire qui attribue la parole, comme dans toutes les assemblées d'ailleurs. Et puis ce qui est important de préciser, c'est de bien, quand on échange, c'est par rapport au sujet traité et les compétences qui sont propres à la collectivité. Le quorum, c'est toujours pareil, c'est 50% des membres plus 1 qui doivent être physiquement présents. On a ajouté aussi le fait que le conseil municipal était retransmis en direct sur les réseaux sociaux, sur deux canaux différents. Donc on l'a mis dans le règlement intérieur et on a précisé qu'il était interdit d'enregistrer les conversations ou par vidéo, les échanges. Alors le conseil municipal c'est une chose, c'est nous qui retransmettons, mais en commission lors des groupes de travail ou les discussions, je pense que c'est plus sain et ça évite toute ambiguïté. Je pense qu'on est assez grand pour se faire confiance et éviter ce genre de moyens. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions en particulier, on vous répondra avec Monsieur Cara. Oui, Alexis. Ah, cette fois on est bon. Pas d'observation majeure sur le règlement intérieur du Conseil. Il y a juste des discordances entre la table des matières. Faites gaffe avant de le signer. Au niveau des numérotations d'articles et des titres d'articles dans la table des matières, c'est pas les mêmes que ce qui sont. Donc entre le sommaire et puis le fait. Ouais. Ok, c'est noté. Il faudra ajuster effectivement, parce qu'on a rajouté des articles. Et c'est peut-être que pour il y a une numérotation dans différente. le sommaire. Ok, merci. T'avais d'autres remarques? Non, c'est bon. Ok. Micro, please. Oui, tant qu'on est dans les corrections, il y en a une petite, page 5, qui est une formulation juste à une tournure qui est pas correcte grammaticalement. Elles doivent être rédigées clairement et synthétiquement. D'accord. Ça, c'est Ludo qui C'est a un dû détail. modifier ça. C'est Ludo qui a dû faire cette modif. Ok, ça marche? C'est bon. Page 5. Ouais. Bon, s'il n'y a pas d'autres remarques, je vous propose de mettre au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Voté à l'unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 3, elle concerne le comité consultatif environnement. Je passe la parole à Pierre. Voilà, comme l'a précisé Monsieur le maire, on a souhaité reconduire le comité consultatif environnement et puis en faisant un nouvel appel à candidature. Et donc on va être amené à voter sur la composition de ce comité consultatif. Donc cet appel à candidature a plutôt bien marché puisque finalement on a 11 personnes au conseil, 11 personnes extérieures au conseil municipal qui ont été retenues. Et puis il y a les 8 membres du conseil municipal qui sont dedans, donc ce qui fait 18 personnes. Voilà, donc pour rappel, le but de ce comité consultatif est de faire avant tout un travail d'écoute et de dialogue avec les élus pour enrichir en fait les propositions, aider à donner des orientations, permettre l'émergence éventuelle de nouveaux projets ou de nouvelles idées. Voilà, donc pour ce conseil consultatif environnement, à titre d'exemple, bien sûr, c'est pas exhaustif, et puis voici, il y a quelques sujets qui pourraient être traités. Par exemple, les sujets relatifs au schéma vélo, à la circulation des vélos sur la commune. On va lancer un bilan carbone, donc là aussi, il peut y avoir aussi des contributions à apporter sur les périmètres, la façon de faire, demander des volontaires pour faire des enquêtes, par exemple, pour nourrir ce bilan carbone. Voilà, il peut y avoir aussi des idées sur des parcours nature qui peuvent être mises en place. Bon, ça c'est uniquement pour illustrer les choses.
Voilà, donc là, il y a la liste des... est-ce qu'il y a des questions sur ces sujets-là avant de passer au vote sur la liste? Bon, bah, sans question, on peut passer au vote pour valider la composition de ce conseil. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Bon, eh bien, écoutez, approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Et puis, bien, prochainement, on convoquera ce comité consultatif pour commencer à travailler. Merci. Merci Pierre. Voilà, en tout cas, c'est intéressant de partager avec le terrain et effectivement avec les citoyens. Donc, vous avez vu, il y a 2 colonnes, les élus et bien entendu les habitants qui ont fait acte de candidature. Délibération numéro 4, elle consiste à désigner le représentant de la municipalité au syndicat mixte Funiflen. Donc vous savez qu'on avait obtenu l'adhésion ou le fait que Passy intègre le syndicat mixte du Funiflen, qui regroupe désormais l'ensemble des communes concernées par le domaine skiable sur le Grand Massif. Donc décidément, ce soir, on parle pas mal du Grand Massif. Donc là, on vous propose de désigner en titulaire moi-même, Ludovic Dussert, Jean-Yves Demelin, en suppléant, Clément Valentin, Christelle Rébet et Jean Fontaine. Donc on a bien avancé avec le département qui est aujourd'hui celui qui délègue, qui est le délégant au niveau de la délégation de service public sur le domaine skiable. Donc avec les collègues des autres communes, on avance sur le projet que nous, élus de terrain, souhaitons que la prochaine DSP ou pas mette en œuvre sur le territoire. Et en tout cas, c'est important, je le signale à chaque fois, mais que la commune de Passy soit associée au même titre que les autres grandes communes concernées par le domaine skiable. Est-ce qu'il y a des questions? Domaine skiable, pas que, parce qu'il y a une partie estivale également. Et agriculture, comme on vient de le voir. Non, tu veux ajouter quelque chose, non, c'est bon? Pas de questions. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Merci, votez à l'unanimité. Allez, Christelle, on parle de forêt, ce coup-là? Oui, on parle de forêt. Et donc, on est là dans le cadre de la facturation électronique, donc qui est applicable à partir du 1er septembre 2026 et qui va aussi concerner la commune de Passy. Donc actuellement, l'ONF en fait émet les factures des ventes de bois pour le compte de la commune. Et donc, le but de cette délibération, c'est de continuer à avoir le même système et donc de donner mandat de facturation à l'ONF pour l'établissement et l'émission de ces factures sur la plateforme Chorus Pro. En fait. Donc, c'est une convention qu'on passe avec eux sans perception d'honoraires de la part de l'ONF. Pour eux, ça va être le même système. C'est juste qu'il faut qu'on leur donne l'autorisation pour pouvoir les déposer sur cette plateforme. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette délibération? Donc, on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Donc, à l'unanimité, merci. Allez, Ludovic, délibération numéro 6. Une fois, patient. Faut le faire chauffer à l'avance. C'est bon. Alors là, on va parler de taxes, donc délibération numéro 6, relative à l'institution d'une taxe sur les friches commerciales. Donc l'article 1530 du Code général des impôts donne la possibilité aux communes d'instaurer par délibération une taxe annuelle sur les friches commerciales situées sur l'ensemble de leur territoire. Alors par friche commerciale, on entend les biens soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties, donc c'est les immeubles de bureaux, immeubles pour activités commerciales, parking, lieux de dépôt, de stockage, etc., qui ne sont plus affectés à une activité et soumises à la CFE des entreprises depuis au moins 2 ans. Il y a des exceptions à cette taxe si effectivement les anciens exploitants arrivent à démontrer que l'inexploitation ne vient pas d'eux. Le taux d'imposition est fixé par la loi, il est 10% pour la première année, c'est un minimum, 15% pour la deuxième année et 20% pour la deuxième année. Ça peut être majoré à hauteur de 20%, 30% pour la deuxième année et 40%. Le calcul de cette taxe se fait sur le taux retenu par rapport à la valeur locative cadastrale, multiplié par un coefficient de 8% pour les frais générés par les impôts. La liste des biens est transmise à l'administration fiscale chaque année
avant le 1er octobre, d'où la nécessité d'une délibération avant le 1er octobre. Les services des impôts transmettent ensuite cette liste aux propriétaires pour leur demander des explications, le cas échéant, sur l'inexploitation. La commune de Passy a recensé à peu près 37 propriétaires qui pourraient être concernés. Voilà. Alors encore une fois, cette taxe, elle a pas pour but de punir ou de sanctionner. Elle est plutôt incitative pour que les propriétaires valorisent leurs biens et puis que ça puisse aussi bénéficier au développement économique de la commune. Donc, je vous propose de voter cette taxe à hauteur. Je vous propose de voter cette taxe à hauteur de 10%, 15% et 20%, sauf si vous avez bien entendu des questions. Il y a une question. Non, toujours pas. Oui. Qu'est-ce qu'on entend par, comme vous avez dit, Monsieur Dussert, la taxe n'est pas due lorsque l'absence d'exploitation est indépendante de la volonté du redevable. Oui. Vous pouvez me donner un exemple, s'il vous plaît? Alors, par exemple, si le redevable, donc le bien est inexploité et le redevable démontre qu'il a mis par exemple le bien en vente, par exemple en agence, ou qu'il y a des démarches de compromis, etc., et qu'il est en cours, soit de vente ou de cession. Ou encore parce qu'il y a une obligation de céder, d'arrêter l'activité, par exemple pour des problèmes de pollution ou d'autres choses. La liquidation judiciaire n'est pas une cause d'exonération. D'accord. Et la possibilité de remettre, je sais pas, il y a un bien et qui doit être mis aux normes. Oui. Et que le propriétaire ne peut pas le mettre aux normes. Comment ça se passe? Alors, c'est tout le problème des friches commerciales ou industrielles, c'est-à-dire que souvent, effectivement, le propriétaire qui a cessé son activité, en réalité, ne peut pas le vendre, soit parce qu'il ne peut pas le mettre aux normes, soit parce qu'il y a des problèmes de pollution. Alors, encore une fois, ça, ce n'est pas une cause d'exonération. En revanche, il peut démontrer qu'il a mis le bien en vente et qu'il est en train de négocier avec des acheteurs potentiels pour pouvoir, sur le prix notamment, pour pouvoir dépolluer ou pour remettre aux normes le bâtiment. Alors là, aujourd'hui, il existe une aide au niveau de la Comcom qu'on abondera, nous, l'année prochaine, probablement, au niveau du budget 2027, une aide au commerce de centre-ville. Alors, ça concerne les commerces également à Passy. On avait défini le périmètre avec la Comcom pour justement donner un petit coup de pouce pour refaire l'intérieur d'un magasin, pour refaire une façade, pour changer d'enseigne. Pour la transmission, ça marche aussi. C'est une aide qui a été créée par la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est abondée par la Comcom, et nous, on mettra notre participation l'année prochaine. Le but, comme l'a dit Ludovic, c'est de remettre sur le marché des commerces qui sont actuellement fermés, voire certains qui sont transformés en logement alors que vous n'avez pas le droit de le faire. On a quelques exemples, notamment au plateau d'Assy. Donc, l'idée, c'est d'être plutôt incitatif. Après, il y a des problématiques d'héritage, de partage. Effectivement, ça peut arriver. Ça peut arriver. En tout cas, comme l'a dit Ludovic, si il y a la preuve qu'il y a une mise en vente et que ça ne sort pas, par exemple, de toute façon, c'est l'administration fiscale qui va valider la liste. Ouais, nous, on n'a pas la main sur la décision finale de l'administration. C'est-à-dire qu'elle reçoit une liste et puis après, elle se renseigne auprès des propriétaires pour voir exactement quel est l'état de la situation. Donc, on n'a pas la main sur ce sujet-là. Mais c'est quand même assez large. Hein. C'est-à-dire que les propriétaires peuvent tout à fait dire qu'ils sont en cours de discussion, en cours de revente, en cours de montage d'un nouveau projet aussi. Et puis, encore une fois, le délai est de 2 ans. Hein. Il y a quand même 2 ans entre le moment où le site est exploité et où il n'est plus exploité. Donc, ça laisse quand même un peu de temps pour le propriétaire. Bon, l'idée, c'est aussi d'inciter, encore une fois, comme je le disais précédemment, les propriétaires de trouver des solutions sur souvent des bâtiments qui tombent en désuétude. Hein. Alors, et puis, donc j'ai une autre question. Oui. Alors, mais je pense que vous y avez répondu en partie. Toutes ces personnes qui ont des biens aujourd'hui, est-ce que on pourrait pas leur signifier? Est-ce que la commune, parce que vous avez répondu sur l'administration fiscale, mais est-ce que la commune ne peut pas faire une démarche en disant attention, etc. Attention, ce bien est soumis à la loi. Alors encore une fois, pour mettre en place cette taxe, donc au titre de l'année 2027, il faut qu'on transmette la liste
des propriétés, des bâtiments vacants avant le 1er octobre. Donc encore une fois, il ne nous appartient pas à nous de se mettre en rapport avec les propriétaires, mais le cas échéant, on est à l'écoute après pour trouver des solutions. Hein. Et puis encore une fois, après, eux ont aussi des réponses à apporter à l'administration. Et puis après, tout ça, c'est une discussion, tant avec l'administration, éventuellement aussi avec les services de la commune, pour trouver éventuellement des solutions, et voir des repreneurs, voir des développements sur ces terrains. On a pas mal de terrains comme ça et de bâtiments sur Passy qui sont là complètement vacants. Alors il peut y avoir des problèmes de succession, hein, il peut y avoir des problèmes de liquidation judiciaire et puis plus personne s'occupe de rien. Alors encore une fois, quand c'est entre les mains du liquidateur, je crois que c'est une cause d'exonération. Mais j'ai pas les détails précis. Et du coup, est-ce que vous avez fait un budget, budgétisé en disant, bah voilà, ça peut nous rapporter X parce que c'est quand même aussi. Alors encore une fois, d'abord, je vous ai donné à peu près, il y a 37 exploitants, 37 propriétaires, dont la moitié sont des sociétés, hein, il faut le savoir, et les autres c'est des personnes physiques. Et à ce jour, on est sur une valorisation à peu près, en gros, c'est 142 000 euros. Mais encore une fois. Sur l'intégralité, sur l'intégralité par an. Après, encore une fois, il y aura les réponses qui sont faites par les exploitants, c'est-à-dire qu'il y a certainement des bonnes raisons qui justifieront le fait qu'ils soient exonérés de cette taxe. Mais encore une fois, c'est plutôt incitatif pour trouver aussi avec les propriétaires des solutions, voire avec une discussion avec les services de la commune. On est là pour faire que ces terrains puissent trouver un développement économique, sachant qu'il est extrêmement difficile aujourd'hui, notamment avec le PLU, de trouver des terrains pour du développement d'entreprise. Donc les friches qui sont destinées à ça, c'est l'occasion jamais de trouver des solutions. Voilà. Oui, donc juste pour dire, c'est l'équivalent de la taxe sur les logements vacants. Hein. Quand on est dans une zone où il y a de la tension, justement, quoi que ce soit sur de l'immobilier d'habitation ou de l'immobilier professionnel, finalement c'est un levier qu'on a aussi pour faire en sorte que ces logements ou ces zones industrielles puissent trouver acquéreurs et continuer à avoir du développement. C'est l'équivalence en fait. Mais on voit bien aujourd'hui d'abord il y a une demande des entreprises d'artisans, d'entreprises un peu plus importantes sur des terrains ou des bâtiments, compte tenu effectivement de la pression sur le foncier qui se fait notamment sur Chamonix, Saint-Gervais, Méchèvre, etc. Enfin tout ça vous le connaissez. Donc nous tout ce qui est friche commerciale, à nous aussi d'être en partenariat avec les propriétaires pour trouver des solutions. S'ils ont envie de trouver des solutions, c'est aussi le sujet. Voilà. Après, ce qui est important, ça a été dit tout à l'heure, le but, c'est qu'on ait une remise sur le marché de ces commerces. Et on connaît tous, sur le plateau d'Assy notamment, il y a beaucoup de rétention foncière, c'est malheureux. Des commerces qui sont fermés et qui sont même plutôt bien placés. Alors, des propriétaires qui sont pas forcément là. C'est aussi une problématique. On a les mêmes problématiques avec les logements de centre-ville, notamment, je pense à Salange, Cluse, Bonneville. Il y a exactement les mêmes problématiques sur le logement. Le but, c'est que les gens prennent des décisions. Soit ils remettent aux normes, soit ils mettent en vente, soit ils améliorent ou ils baissent le prix. On a vu sur le plateau d'Assy, notamment, nous, on avait visité des biens où les prix étaient complètement déconnectés par rapport à la réalité et commerciale et de la qualité du bien. Voilà. On n'est pas à Salange, ici. Donc, c'est le but, c'est justement d'inciter les gens à faire le point sur ça et qu'on puisse les remettre sur le marché en sachant, ce qui est important à dire, Catherine, c'est qu'au PLU, on a, sur le PLU qui a été voté en 2019, on a identifié les commerces qui étaient vraiment stratégiques en termes d'emplacement au niveau des centres-bourgs. Voilà. On est bien conscient qu'il y avait des choses qui étaient un peu en périphérie, ne méritaient pas forcément de l'être, mais ce qu'on a identifié en 2019, donc c'est sur le PLU. Voilà. Donc il n'y a pas de changement de destination possible là-dessus. Voilà. Sauf certains qui essayent. Voilà. Donc voilà, le jour où on arrive à remettre sur le marché des commerces avec... pour ça, on va accompagner notamment les porteurs de projets l'année prochaine. J'espère qu'au niveau budgétaire, on pourra le faire. Pour une remise en ordre. Il y a déjà eu le cas sur Passy, qui ont bénéficié de cette aide et c'est plutôt bénéfique, quoi. Voilà. C'était un peu l'objectif. Mais voilà, comme vient de le dire Monsieur le maire, on a quand même beaucoup de porteurs de projets qui sont intéressés par des terrains, par des bâtiments, etc. Donc,
compte tenu du fait qu'on a la liste effectivement des propriétaires, à nous aussi de les mettre en contact avec ces gens-là, le cas échéant, hein, s'ils ont envie de faire quelque chose. Donc encore une fois, on veut pas sanctionner, hein, c'est pas taxer pour taxer, c'est plutôt incitatif. Voilà. Alors ça fait jamais plaisir hein, de recevoir effectivement un avis d'imposition sur une taxe sur une friche commerciale, mais enfin bon, c'est comme ça. La loi n'y autorise. Voilà. Alors, puis bon, on a vu aussi pendant 6 ans hein, maintenant, depuis le premier mandat, on pensait qu'il y a des choses qui bougeraient, et il y a des choses qui ne bougent pas. Alors ça bouge bien dans les zones économiques. On a les entreprises qui ont fait beaucoup de travaux qualitativement. Hein, je pense dans la zone des Aigras, hein, je pense sur la période du Mont Blanc et tout ça. Donc il y a des besoins d'agrandissement. Ça c'est une partie. Mais par contre les commerces vraiment de proximité, c'est une clé. Et on aimerait bien que ça se débloque. Voilà. Donc comme ça, malheureusement, on a fait le constat depuis 6 ans que ça ne bougeait pas. On est obligé de passer avec l'outil un peu incitatif, entre guillemets répressif, pour essayer de libérer des locaux. Et puis encore une fois, il y a le côté aussi où on voit qu'il y a effectivement des terrains où il n'y a plus d'activité, sauf qu'il y a des zones de stockage. Faut aussi se poser les bonnes questions, hein. Donc ça permettra aussi peut-être de voir pourquoi il y a des stockages et qu'il n'y a pas d'activité économique déclarée. Et on en voit un peu partout, hein. Voilà. Il y en a aussi, comme dirait l'autre. Oui, pardon, petite question. Ces fameux 37, ils sont, pas pour demander où ils sont, mais ils sont situés justement sur le plateau d'Assy en Alors il y en a sur le plateau d'Assy, il y en a à Chède, il y en a sur... Ouais, c'est un peu en pourcentage, ouais. C'est pas spécialement, là tu parles beaucoup de sites industriels, on va dire, mais monsieur le maire... Non, c'est avant tout des friches commerciales, mais il y a beaucoup aussi de sites industriels, ce qu'on appelle industriels, oui. Des zones de stockage, etc. Tu sais bien de quoi on parle. Non, mais c'est assez bien réparti, hein. Effectivement, il y a le plateau, il y a la zone des Aigras, il y a Chède. Ok. Voilà, pour te dire. Très bien, voilà. Merci. Écoutez, je vous propose de passer au vote. Donc, des abstentions. Ah. Plus les pouvoirs. Hein. Voilà, donc ça fait 5. Contre. Ah bah écoutez, votez à l'unanimité, je vous remercie. Merci. Alors, délibération suivante qui concerne ce coup-là. Je vais remettre le micro. On change de registre. Parce que là, on va dans les retables. Et oui, bienvenue. Donc cette délibération concerne effectivement une demande de subvention auprès du conseil départemental pour la restauration d'une toile dans l'église du chef-lieu. Donc c'est la toile de la Pentecôte qui se situe dans le retable latéral nord. Donc c'est à gauche quand on rentre dans l'église. Donc les 2 retables latéraux ont fait l'objet déjà d'une restauration l'an dernier. En cours d'année et qui est une restauration très réussie et donc dans le prolongement de cette restauration cette fameuse toile demande un soin particulier et l'intervention de 2 personnes spécialisées. Voilà. Donc la délibération donc concerne une demande de subvention qui s'élève à 3 490 €, à savoir 30% du montant prévu, d'après le devis fourni par les 2 personnes susceptibles d'intervenir sur cette toile. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Pourquoi elle n'est pas inscrite au monument historique comme les autres? C'est une bonne question. Elle mériterait. Je suis d'accord. C'est une réponse langue de bois, ça. Non, mais je suis d'accord. Enfin, franchement, je l'ignore. Sensiblement. Non, mais il faut regarder, ouais, c'est une bonne remarque. Sensiblement. L'église de Passy, elle est méconnue, entre guillemets. Alors, c'est sûr qu'à côté de celle du plateau, qui rayonne beaucoup, mais elle est quand même de qualité, hein. Il y a une belle restauration qui a été faite. La plus ancienne, en tous les cas, sur les 4 églises de la commune. Je compte pas les chapelles de la commune, les 4 églises. En tous les cas, l'inscription de celle-ci remonte, la première inscription à notre connaissance remonte à 1012. Quand même assez extraordinaire. Voilà.
Voilà. Sinon, les travaux sont prévus à partir de, comme vous ne m'avez pas posé la question, je vous le dis quand même. Les travaux sont prévus à partir de cet automne. Et puis, il y a un temps de 9 mois de restauration en atelier qui est prévu. Donc, la toile devrait revenir toute pimpante pour l'été 2027. Voilà. Parfait. Pas d'autres questions? Non. Est-ce qu'il y a des oppositions? Non, il y a des questions. Ouais. Ah, pardon. Alexis, Oui. vas-y. Une question, pardon. Si jamais la subvention n'est pas accordée par le département, est-ce qu'il est possible de lancer, je sais pas, une phase de mécénat ou quelque chose pour essayer de limiter le Oui, coût? Je oui, sais pas c'est si la possible commune en est tous les habilitée cas. à le faire ou pas. Avec Ouais, la Fondation en du tout- patrimoine, par exemple. Avec la Fondation du patrimoine, alors il faut savoir aussi que la restauration des 2 retables latéraux avait fait l'objet d'un partenariat et d'un don de la part de l'association de sauvegarde du patrimoine baroque au Pays du Ok, Mont-Blanc. ouais. Et donc bon, la toile étant positionnée dans l'un de ces 2 retables, finalement, ça va aussi dans ce projet-là. Dans le même sens. Ouais. Mais effectivement, il y a un appel à dons qui peut être effectué. Ok, ça marche. Ouais, voilà. Alors, Parfait, rien à merci. voir au niveau des départements. Alexis, en ta qualité de notaire avec tes clients, tu pourrais peut-être faire quelque chose. Mais il a signé la charte de l'élu. On pourrait peut-être leur en parler, en effet. Il a signé la charte de l'élu, comme nous tous ici. Alors, on devrait y arriver, les montants sont pas stratosphériques. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a des aides du département qui sont pas forcément sollicitées. On discutait avec le directeur départemental. Donc voilà, il y a des budgets, autant essayer de les solliciter. Alors, à la culture, c'est un réflexe. Ouais, un réflexe, ouais. Faut poursuivre Voilà. l'effort. Donc, est-ce qu'il y a des abstentions, des oppositions? Je vous remercie. Votez à l'unanimité. Merci Delphine. Allez, on passe à l'appel à projet à manifestation d'intérêt Citéo, là, concernant la restauration et le portage à domicile. C'est Vanessa qui nous présente la délib. Oui. Donc, depuis 2022, la loi anti-gaspillage et économie circulaire, dont on parle plus souvent, on la nomme la loi AGEC, interdit, du coup, depuis 2022, l'utilisation de contenants jetables pour le portage à domicile. Du coup, cette année, Citéo a lancé un appel à manifestation d'intérêt. Et du coup, la cuisine municipale s'est lancée, on va dire, candidate. Voilà, ça y est, j'ai trouvé le bon mot. Postule. Elle postule. Très bien, elle postule. Du coup, en 2024, elle a déjà fait un test sur ces contenants avec, je crois qu'on était sur 5 familles, Monsieur Clara. Une dizaine? Ok. Une dizaine de portages, enfin de clients. Et là, aujourd'hui... Bénéficiaire. De bénéficiaires, merci. Excusez-moi, je passe d'un monde à l'autre sans transition. Du coup, la candidature doit comprendre un état des lieux du dispositif actuel, une présentation détaillée des choix techniques, financiers et organisationnels des projets présentés, un plan de communication pour accompagner les changements du dispositif prévu et un planning et un budget prévisionnel du projet. Donc, les services de la cuisine ont très très bien travaillé dessus. Et si vous êtes d'accord, si vous êtes d'accord à autoriser Monsieur le maire à candidater à cet appel à manifestation d'intérêt, on va pouvoir le faire. Y a-t-il des questions? Du coup, il faudra à peu près le double de matériel puisque vous allez laisser le matériel chez les clients Exact. et le récupérer la fois d'après. Oui. En fait, donc aujourd'hui, c'est de la barquette jetable. Ouais. Donc tout ce qu'on livre passe à la poubelle. Maintenant, il va nous falloir le récupérer. Chaque contenant est garanti sur plus de 2000 usages. Monsieur Cara, vous avez les chiffres, vous êtes meilleur que moi. Ça, oui. C'est ça, on est sur 2000 utilisations plus de 2000 utilisations par contenant. Ce qui fait que normalement, les contenants seront amortis assez rapidement. Bien sûr, ça nécessite
Le point numéro 2, du coup, sur la candidature, tout ce qui est organisationnel, technique, on a beaucoup travaillé, du coup, il y a un travail sur le règlement intérieur, la facturation, comment on récupère les contenants, comment Ouais, le nettoyage. le nettoyage. Tout à fait, il va falloir, une structure, un dispositif de planche supplémentaire. Donc tout ça c'est travaillé on peut vraiment féliciter la cuisine municipale qui fait un excellent travail sur ce point-là. Je peux juste rajouter quelque chose? Mais bien sûr, Christelle, je vais pas parler Donc, du Citom. c'est gentil. Mais je t'en prie. Donc, en fait, tout ce dispositif a été monté avec le Citom. Le Citom va se charger de toute la partie communication, normalement, auprès des bénéficiaires. Donc, il y a un véritable accompagnement qui va être fait en allant les voir directement, en leur expliquant toutes les tenants, les aboutissants. Le test a été fait en plus avec la mairie de Chamonix, et donc la mairie de Chamonix va répondre au même appel à projet. Donc, ils ont monté le dossier exactement pareil. Donc, l'avantage, c'est qu'ils pourront aussi, avec les agents de la mairie de Passy, faire du retour d'expérience qui peut être très intéressant. Voilà. Si c'est bon pour tout le monde, on passe au vote. Y a-t-il des abstentions? Des contre? Voté à l'unanimité, je vous remercie. Merci Vanessa. On passe à l'aménagement du territoire avec Cécile. Bonsoir. Cette délibération concerne un rectificatif sur un bail amphithéotique plutôt ancien, de 1982. Donc entre la commune et l'Office public de l'habitat de la Haute-Savoie, on est sur les bâtiments des logements sociaux qui sont à l'entrée du plateau d'Assy. L'année dernière, dans le cadre de la gestion et l'amélioration de ce parc, donc l'office public souhaitait engager des travaux de rénovation, et donc ils ont demandé une poursuite du bail amphithéotique pour amortir ces travaux-là. Donc l'an passé, le conseil municipal s'était positionné positivement par rapport à ça. Cette délibération concerne 2 erreurs qu'il y a eu sur cet avenant. La première correction concerne la durée du bail qui a été indiquée à 2053 alors qu'il faut qu'elle soit en 2055, et l'ajout d'une parcelle qui manquait à l'avenant. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des... Oui. Désolé, je suis le casse-pied du soir. Je t'en prie, Alexis. Pour cet avenant, c'est parfait pour la régularisation. Juste attention sur la signature en l'état tel que le projet a été envoyé. En fait, la durée est pas du tout bonne dans le projet rédigé par mon confrère. Okay. Parce que c'est marqué que le bail expirera le 31 décembre 1955. Ah ouais. Donc, à 100 ans près, on est à peu près bon. Je sais pas qui c'est le confrère, mais on va pas le féliciter. Donc, ça voilà. Bien amorti, là. Ouais, et puis sur la parcelle qui a été omise, juste bien compléter tout le détail de cette parcelle. En fait, il a mis juste le numéro, il n'y a pas tout ce qui est superficie, etc. Ouais. Eh bien, merci. Je vous en prie. En page 5, ouais. Et juste une autre question, et là, plus d'ordre pratique sur la signature de cet acte, et c'est peut-être monsieur le maire qui pourra me répondre. Comment fonctionne mon confrère? Il vient vous faire signer ici directement cet acte ou... Non, moi, je fonctionne pas comme ça, je vais chez le notaire. Ok. Parce qu'il y a beaucoup d'offices, notamment l'OPH, où on se déplace tous. Ouais, pour ça, je sais comment fonctionne l'OPH. Et ouais, donc là, alors, il y a eu la dernière fois, on devait faire quelque chose avec eux, ça a été annulé. Mais bon, non, en général, moi, je me déplace, ouais. Ok, ça marche. Alors, juste pour info, parce que là, c'est un notaire qui est à Évian-les-Bains. Ouais. Donc ça il bosse toujours avec le même cabinet. Voilà. À titre d'info, la mairie a le droit de choisir son notaire. Sur la Comcom, on a pas mal d'études. Donc, n'hésitez pas à les faire bosser. Vous pouvez signer du coup à distance depuis ces études-là, ce qui permet de diminuer un peu les coûts peut-être pour la collectivité sur les déplacements. En tout cas. Ouais, mais on les facture pas les déplacements. Je te remercie, mais bon, en tout cas, l'OPH, il y a eu un gros loupé de leur part. J'aurais dit, moi, je me déplace plus maintenant. Donc, on fait par notaire. Quand on a le choix, la possibilité, on fait travailler un notaire local. Ouais. Extra-local. Ouais. Quand il y a des transactions qui sont déjà engagées, en général, c'est des études de Salanches. Mais quand on peut, on fait travailler notre notaire local, effectivement. Okay. Ouais. Non. Alors, sur l'OPH, c'est un peu... Oui, c'est toujours un peu chaud avec... un peu lourd, ouais, voilà. Donc, la dernière fois, pour le coup, elle est venue. Ok. Voilà. Eh bien, merci de nous avoir évité un avenant numéro 4. Et donc, est-ce qu'il y a des abstentions? Il faudra bien passer l'info à Camille. Des votes contre?
adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Oui, on retourne sur les forêts et cette fois-ci, c'est en ce qui concerne donc le plan d'aménagement forestier et ça concerne la mise donc d'entrée dans le plan d'aménagement forestier 14 parcelles qui ont été rachetées depuis 2020. Donc suite aux achats, on a à peu près acheté 7 hectares et demi, 8 hectares de forêt depuis 2020. Donc on s'est retourné vers l'ONF pour savoir quelles étaient celles que l'on pouvait rentrer dans le plan d'aménagement forestier de façon à pouvoir bénéficier de leur expertise dessus. Et puis, c'est des parcelles où, effectivement, on peut avoir une exploitation forestière. Donc, en fait, j'ai listé, il y a 6 parcelles qui sont vers Pracoutan. Il y en a 2 qui sont au-dessus de la départementale, 3 au-dessus de Joux, mais au-dessus de la partie départementale vers la bergerie, en fait. 2 qui sont dans la forêt du Châtelard et 3 qui sont sur la zone de Charbonnières. Donc, c'est des parcelles qui sont contiguës à des parcelles communales, donc effectivement, qui pourront rentrer dans un plan d'exploitation. Ça représente un peu plus de 4 hectares, enfin pratiquement 5 hectares, 4 hectares 69 arts. Ce qui fait que ça porte en fait la surface de la forêt communale relevant du régime forestier à 11 107 hectares et 600 arts. Donc on a une grosse propriété forestière au niveau de la commune de Passy. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette rentrée dans le... Non. Donc on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Donc à l'unanimité. Merci Christelle. Allez, on passe à l'éclairage public avec Sébastien. Alors Alice, t'as pas allumé le... Ah, c'est bon, ouais. Ah, c'était bon, ouais, c'est bon. Parfait. Donc oui, donc cette délibération concerne la clôture financière des travaux réalisés au chemin du Buan à l'abbaye sous maîtrise d'ouvrage du CIAN. Donc le CIAN est le syndicat des énergies et de l'aménagement numérique, à qui nous avons délégué la compétence dans la modernisation de ce réseau d'éclairage. Donc les travaux se sont terminés récemment. Nous avons reçu de ce fait courant juin 2026 le DGD de cette opération, qui établit le nouveau montant du marché à 44 874 € et 14 centimes au lieu des 44 174 € et 17 centimes approuvés lors de la délibération 2022. Donc cet écart de 699 € et 97 centimes correspond à une révision des prix suivant les indices économiques actuels et en aucun cas correspondent à des travaux supplémentaires. Donc il nous est demandé ce soir d'approuver ce nouveau montant afin de procéder au règlement et solder cette opération auprès du CIAN. Donc y a-t-il des questions? Non, c'est clair. Donc on peut procéder. Donc là, on éteint à 23h aussi. On va procéder au vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Voter à l'unanimité. Merci. Allez, on passe à la délibération numéro 12 concernant la quantité de temps de travail pour Resto Môme avec Vanessa. Oui, c'est une augmentation de temps de travail pour un agent qui va passer de 33,6 35e à 35 35e si vous êtes d'accord. Et comme c'est une modification qui est inférieure à 10%, elle n'a pas eu besoin d'être traitée en comité technique. On peut passer au vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Votez à l'unanimité, je vous remercie. Merci. Délibération numéro 14. Donc, on vous propose l'instauration d'une procédure de rappel à l'ordre. Donc, c'est une procédure légale. Ah, pardon, je suis allé trop vite. T'as oublié ma 13. Excuse. J'en ai encore une. Excusez. Merci. Donc, la 13, c'est une modification du règlement de fonctionnement des crèches de la commune de Passy. Et pour tout vous dire, il y en a 2 dans la même délibération.
on a rassemblé. Donc, au niveau du règlement des crèches, vous avez dans les premières pages un tableau qui précise le nombre d'agréments sur chaque structure. Donc on a 2 modifications à apporter cette année. La crèche familiale des Marmottons du coup a perdu cette année encore deux assistantes maternelles qui sont parties à la retraite en cumulé. Donc on perd 6 places, 6 agréments. Non, excusez-moi. C'est 3 depuis le mois de janvier et 3 en septembre 2025. Et puis en parallèle, pour le transfert de la microcrèche Les Éterlous, qui se trouve actuellement à Chède, lorsqu'elle passe, elle va ouvrir du coup bientôt sur l'abbaye, on va monter à 12 places, 14 pour les places d'urgence. Donc voilà, ces deux modifications apparaissent aujourd'hui sur le règlement intérieur, si vous êtes d'accord. Avez-vous des questions ? Qu'est-ce que c'est les places d'urgence ? Les places d'urgence, c'est celles qui, en général, elles sont surtout fléchées par la PMI. Ça peut être un enfant qui peut être en danger sur un temps assez court, un parent qui a besoin aussi d'avoir un soutien au niveau du soin assez rapide. Et voilà, ça c'est vraiment les parties quand on est sollicité par la PMI, en général, on a la place. Voilà. Y a-t-il des abstentions à cette modification ? Juste, et de manière, j'ai juste relevé ça, je viens juste de le relever. Oui. Il y a une date qui est notée en dessous du document, donc il faudra penser à la modifier. Parce qu'elle date du 11 mai 2026, il faudrait la modifier si le règlement est abordé maintenant. Ah oui, en bas du règlement Oui, en bas intérieur. du document, ouais. Oui. Ok. Oui, effectivement, c'est trop en amont. Trop en amont. Merci. Donc, y a-t-il des abstentions ? Des contre ? Voté à l'unanimité, je vous remercie. Bon, merci Vanessa. Donc, excuse-moi. Donc maintenant, délibération numéro 14. Donc, c'est l'instauration de la procédure de rappel à l'ordre. C'est une convention qu'on va signer, que je vous demande de voter pour qu'on signe avec le procureur de la République de Bonneville. C'est un outil de prévention qui vise à essayer d'améliorer la tranquillité publique et de faire face aux petites incivilités qui sont pénalisantes. Donc ça apporte plus de réactivité notamment, et c'est plus rapide que la réponse pénale. C'est davantage de proximité parce qu'avec les contrevenants, entre les élus et le maire, on a plus de facilité à prendre attache avec eux. Et puis ça passe aussi par une phase de pédagogie et de dialogue avec les familles ou les acteurs qui peuvent être concernés autour de ces problématiques d'incivilité. Ça peut être le pôle médico-social, ça peut être le centre communal d'action sociale. Voilà, donc on vous a mis un peu le détail. C'est quelque chose de réglementaire qui est assez cadré. Le but, c'est décidément, c'est en réactivité. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ? Bon, c'est assez détaillé. Moi, j'ai juste une question. La mise en place de cette procédure, elle vient de quoi ? D'un vécu, d'une demande Non, on a des échanges réguliers avec le parquet et puis lors des échanges avec la police municipale, c'est une proposition qui nous a été faite. Il y a pas mal de communes qui le font. Donc on s'est dit, voilà, par rapport aux problématiques un peu quotidiennes d'incivilité ou récurrentes avec, c'est une manière de marquer déjà une première étape avant d'arriver sur des choses un peu plus dures. Donc on pense que c'est plutôt une solution à tester. Ça va un peu dans le sens de la proximité que l'on réalise aujourd'hui avec la politique de proximité, avec les points qu'on fait dans les quartiers, avec les bailleurs sociaux, le CCAS, la police municipale. On en a fait avec Natacha et puis Muriel me semble qu'elle était là, il y a eu Anne-Marie, il y avait eu Tristan bien entendu, on a fait à l'abbaye, on a fait à Marlioz et on continuera. Voilà, pour instaurer le dialogue. Des fois, simplement les voisins, s'ils se parlent, sans se disputer, ça peut solutionner des choses. Et puis des fois, il y a des choses qui concernent la mairie ou qu'on avait engagé, qu'on explique. Donc la phase de dialogue est importante. Après, des fois, ça ne suffit pas toujours. On est bien d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non, c'est bon ? Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ?
voté à l'unanimité. Je vous remercie. Donc là, la délibération numéro 15 concerne les ressources humaines et c'est la création d'un emploi permanent d'assistant de gestion au niveau du service ressources humaines. On va avoir quelques mouvements là, notamment avec un départ en retraite et des fins de contrat. Donc là, on souhaite assurer le tuilage entre les deux personnes. Donc c'est un poste permanent de gestion administrative au niveau des RH, c'est un poste administratif, c'est un temps complet. On a ouvert aux catégories C et B, comme ça on est sûr d'élargir un peu la phase prospective. Et puis le revenu est indiqué au niveau de l'indice majoré, comme on vous l'a mis dans la délibération. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Ouais, Pauline. C'est pas une question, c'est juste pour vous signaler qu'il manque le mot permanent au niveau du vote. Dans le titre, voilà, on parle d'un emploi permanent d'assistant de gestion administrative et dans le vote, on parle juste d'un emploi d'assistant de gestion administrative. Ouais, d'accord. Voilà. Elle corrigera, elle ajoutera. Ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Voté à l'unanimité. Alors, délibération numéro 16 concernant la création de 4 postes suite à la liste d'aptitudes établie au titre des promotions internes. Donc là, c'est des agents en poste dont les dossiers ont été acceptés par le centre de gestion, le dossier qui a été monté par le service RH et qui ont eu une promotion interne. Donc vous avez le détail là, donc un poste permanent de directrice du service commande publique, ouvert à temps complet, catégorie B, un poste chef de pôle voirie ou adjoint chef de pôle ouvert à temps complet, donc technicien territoriaux catégorie B, un poste permanent d'animateur ouvert à temps complet, catégorie B, et puis un poste permanent de chef de pôle bâtiment ouvert également à temps complet, catégorie C. Donc ça, c'est des gens qui sont déjà dans les effectifs mais qui vont bénéficier d'une promotion. Par rapport à la qualité de leur dossier administratif. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Voté à l'unanimité. Je vous remercie. Alors, délibération numéro 17, elle concerne les logements de fonction. Donc, on avait déjà... la commune dispose de 40 logements dans son parc communal dans lesquels on loge une partie de nos agents. Et aujourd'hui, c'est une véritable force quand on a besoin de recruter de nouvelles personnes, de nouvelles compétences. Là, aujourd'hui, à l'époque, on avait défini 2 emplois en particulier. Donc là, on vous propose d'élargir à trois emplois différents. Donc l'emploi de DGS, directeur général des services, c'était déjà le cas. Donc c'est un emploi fonctionnel, donc le logement est de plein droit. L'emploi de direction des services techniques qu'on avait ajouté à l'époque. Et là, on vous propose d'ajouter l'emploi de direction générale adjoint des services. Et puis il y avait également déjà existant l'emploi de régisseur, qui est le gardien entre guillemets du parvis des fils, mais sa fonction première, c'est d'être le régisseur, qui est situé sur site. Donc vous avez les adresses des différents logements. Je vais pas y revenir. Donc voilà, s'il y a des questions. Pas de questions. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Voté à l'unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 18. Donc Clément est absent. C'est Patrick qui va la rapporter. Concernant il t'avait prévenu ou pas? Non, t'es pas prévenu? Bah alors, Clément, il t'a pas dit? Bon, c'est par rapport aux équipements touristiques, je vais la faire, c'est pas grave, donc tu noteras moi, Raphaël, sur le rapporteur. Donc, on a au niveau de l'air naturel de Passy Pleine Joue, on avait deux emplois saisonniers pour gérer l'air, notamment pour assurer la continuité par rapport aux jours de repos. Il y a une personne qui est en arrêt et on a eu besoin de recruter. On a eu quelqu'un de temporaire, mais là on a besoin de quelqu'un pour tout le mois d'août, donc pour remplacer la personne qui est en arrêt, parce qu'on a beaucoup de monde sur l'air naturel, donc c'est important qu'on puisse assurer la permanence là-haut. Donc c'est pour cette raison qu'on vous propose cette délibération. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Est-ce qu'il y a des oppositions? Juste une petite question. Ouais, vas-y. Monsieur le maire, il est noté un agent polyvalent à temps complet pour un contrat à partir du 29 juillet. Là, c'est dépassé. Oui. Donc voilà, c'est. Bah, ça sera quand on l'aura. Je sais même pas si on a quelqu'un.
Je crois qu'on avait trouvé quelqu'un. Alors, en fait, cette délibération, c'est c'est pour s'affranchir du fait que l'agent qui est en arrêt, il prolonge toutes les semaines et que c'est pas attractif pour essayer de trouver quelqu'un. Ah oui, on vous propose une semaine. Donc là, c'était pour que ça soit attractif. Mais pour la première semaine, ça va pas démarrer au 29 parce que la personne qu'on a, en fait, elle est sur l'arrêt maladie. Mais ça va prendre effet plus tard, en fait. D'accord. On joue comme ça, les arrêts maladie, c'est pas du tout attractif. Quand c'est de semaine en semaine, on trouve personne. Et puis quand la personne reviendra, on gardera quand même celle-ci parce qu'on a besoin vraiment de bras à pleine joue. Avec le télésiège qui tourne l'été, la piste VTT et les piétons, on a vraiment besoin de monde en plus là. Il y a pas mal de monde, donc on va en profiter. Tu veux ajouter quelque chose ? Sur quoi tu voulais ? Uniquement sur la taxe sur les friches commerciales. Simplement, pour répondre à André et peut-être à Catherine, en annexe, il y a la liste des bâtiments et le nom des propriétaires. D'accord. Okay. Il y a les adresses, c'est ça qui est important. Et les adresses. Ok, allez, on referme la parenthèse. Merci Ludo. Ensuite, donc la retrait d'une délibération de la 19. Donc il y avait on avait voulu instaurer donc en janvier 2026 un régime d'astreinte pour la station de Plaine-Joux, et donc on avait c'était une délibération qui allait dans le sens des agents, hein. On voulait mettre une prime d'astreinte pour les personnes qui étaient présentes là-haut, notamment la nuit quand on fabrique de la neige. On a besoin de sortir du cadre, on va dire, du temps légal de travail classique. On avait, alors à l'époque, on avait eu un comité social territorial où Jean-Yves Demelin, donc est l'adjoint en charge à la fois des ressources humaines mais aussi de Plaine-Joux, et était absent pour cause de graves problèmes de maladie. Et on avait présenté ça au CST et on n'avait pas la totalité du détail de ce que Jean-Yves proposait. Donc pour cette raison, les représentants du personnel avaient émis un avis défavorable par manque d'infos. Bon, en fait, c'est une erreur. On aurait dû reconvoquer le CST, une erreur de la part des services. On aurait dû reconvoquer les CST par rapport à ces délibres. Donc, comme ça n'a pas été le cas, cette mesure n'a pas été instaurée. Donc, on retire la délibre. Comme ça, c'est plus simple. Et puis, on la représentera en détail avec l'ensemble des éléments lorsque ça sera le moment, probablement à l'automne. En tout cas, on voulait vraiment aller dans le sens des agents avec ce régime d'astreinte qui concernait l'encadrement. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ? T'as une question, Cécile ? Non ? Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions ? Votées à l'unanimité donc pour le retrait de cette délibération. La délibération numéro 20, donc c'est encore moi ça ? Ah oui, c'est moi, ouais. Bah oui, je prends toutes les délibres de Jean-Yves. Donc, création donc d'un emploi non permanent pour un poste de saisonnier. Donc là, pour le coup, c'est Plaine-Joux, c'est pour la saison d'hiver 2026-2027. On avait créé donc par délibération le 25 juin 26 emplois saisonniers. Et là, on crée un emploi de chef pisteur pour essayer d'anticiper et pas se retrouver dans la difficulté comme l'année dernière, pour assurer la totalité des recrutements, et on reproposera d'autres choses à la rentrée en septembre. C'est quasi certain pour la saison à venir. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? Votées à l'unanimité. Délibération numéro 21. Alors, je vous propose une motion. C'est pas un vote, mais c'est une motion, mais après on peut échanger s'il y a des questions, c'est le but. C'est une motion concernant l'opposition au doublement du Mont Blanc. Donc, on a déjà voté une motion il y a quelques mois, suite aux premières déclarations du gouvernement lors d'une conférence intergouvernementale entre la France et l'Italie, et on avait demandé, notamment avec le maire de Chamonix de l'époque, Eric Fournier, une clarification de la position du ministère des Transports et notamment de l'État par rapport à l'étude de faisabilité d'un deuxième tube, donc d'un deuxième tunnel, d'un doublement du tunnel. Et à l'époque, on était en réunion plan de protection de l'atmosphère avec Eric et le préfet de l'époque, et les réponses ne venaient pas. Donc il a fallu qu'Éric Fournier tape un peu du poing sur la table, et comme par hasard, le cabinet a répondu dans la réunion, avec une prise de position qui était quand même pas franchement claire.
Et on voit que malheureusement le flou se perpétue. Et là, lors de la dernière conférence intergouvernementale France-Italie, donc à Antibes le 25 et 26 juin dernier, le ministre italien de Monsieur Antonio Tajani, donc qui est vice-premier ministre du gouvernement d'extrême droite de Madame Meloni, s'est félicité de l'annonce comme quoi le gouvernement français était d'accord pour créer un comité technique étudiant la faisabilité d'un deuxième tube, une deuxième galerie au tunnel du Mont Blanc. Donc, nous, on aimerait bien, et c'est la raison pour laquelle on vous propose cette motion, que le gouvernement français clarifie ses positions une bonne fois pour toutes et montrer notre totale opposition à ce projet. Pourquoi ? Il y a plusieurs raisons, donc c'est ce qu'on a détaillé dans la motion. La première, c'est que la faisabilité d'un deuxième tunnel va nécessairement engendrer des dommages et des conséquences importantes sur le territoire, à la fois français mais italien, mais manifestement les Italiens, ça n'a pas l'air de les gêner. Et ça va à l'encontre des engagements internationaux de la France, et notamment la Convention alpine de 1991 que la France a signée avec l'Italie et qui est le premier document intergouvernemental en faveur de l'environnement, bien avant les accords de Rio, enfin bien avant, c'était une année avant, avec un engagement clair, notamment avec son article 2 qu'on vous a mis dans la délibération, par rapport à la qualité de vie et le cadre de vie des habitants, et surtout également au maintien, à la protection de la biodiversité. Suite à la Convention alpine de 1991, nos voisins, suisses, mais autrichiens, ont engagé, eux, des travaux assez importants en termes d'infrastructures ferroutières, j'ai envie de dire, de ferroviaires, avec la création des tunnels que l'on connaît aujourd'hui, qui permettent de franchir les Alpes. La France, depuis 1991, n'a pas fait grand-chose. Alors si, il faut pas exagérer. Il y a eu le Lyon-Turin qui a été relancé suite à la catastrophe du tunnel du Mont-Blanc de 1999, où les ministres de l'époque de Lionel Jospin et les Italiens sont mis d'accord pour enfin commencer cet ouvrage. Alors c'était les études à l'époque. Donc de percer ce Lyon-Turin. Aujourd'hui, donc il est constitué d'un tunnel dit de base dans la vallée de la Maurienne et qui relie le Val de Suse de 57 km. Donc les travaux avancent bien. Ils sont à peu près dans les temps. L'Union européenne a financé davantage que ce qui était prévu au début. Il y avait 40% de financement, aujourd'hui ils sont à 50, voire un peu plus de mémoire, sur cet ouvrage, parce que ça fait partie de la stratégie bas carbone de l'Union européenne pour décarboner le transport. Le problème, c'est que le gouvernement français, sous l'égide de M. Macron, a changé de pied par rapport aux accès, notamment à l'accès qui devait se faire côté français, qui avait été validé dans une déclaration d'utilité publique, et l'accès devait se faire par le nœud ferroviaire de Chambéry. Alors c'était un avantage pour nous, parce qu'en améliorant la desserte ferroviaire par Chambéry, et donc en liaison avec Ambérieu, Lyon, Chambéry, il y avait une amélioration, un doublement de la voie qui permettait d'améliorer la desserte de la Haute-Savoie et l'accès à Genève. Manque de chance, les gouvernements, je crois que c'est du temps d'Elisabeth Borne, ont changé de pied. Et donc le passage par Chambéry, les élus de Chambéry étaient contre. Résultat, c'est plus le cas. Il faut modifier l'accès au tunnel de base par la France, et qui va générer la création de 2 nouveaux ouvrages sous le massif de l'Épine et de la Chartreuse, qui rajoute 57 km de tunnel en plus du tunnel de base. On est quasiment sur la même distance. Le tunnel de base, il devrait être livré aux alentours de 2032, et les accès, il n'y a pas un seul coup de pelle qui a été donné. Voilà. Donc là, il y a urgence. Et c'est ça qu'on demande au gouvernement français, c'est de se concentrer et de réaliser et d'exécuter les choix qui ont été faits. Donc ils ont fait le choix du 100% fret sur cette ligne-là. À l'époque, il y avait 50% de voyageurs, 50% de marchandises par Chambéry. Ils ont fait le choix du 100% fret. Pourquoi pas ? En tout cas, l'avantage, c'est que ça enlèvera 1 million de camions sur les routes, tunnel du Mont-Blanc et Fréjus. Donc c'est le choix haute densité. C'est désormais maintenant, c'est acté, il faut y aller. Sauf que on se pose la question de la pertinence de créer un groupe technique et d'étudier une faisabilité d'un deuxième tunnel au Mont-Blanc avec les accès que l'on connaît, côté français et côté Val d'Os. Voilà. Donc c'est pour cette raison qu'on vous invite à voter cette motion. Le gouvernement italien se frotte les mains. Ils ont une position constante pour le coup depuis des années sur le sujet. En tout cas, nous, ce qu'on demande, c'est que ça soit surtout la priorité du gouvernement français, l'accès
au futur tunnel de base du Lyon-Turin, donc du côté de Modane, et puis un rejet clair et définitif de toute étude de second tunnel. C'est du temps de perdu, des techniciens de mobilisés pour rien, et surtout là, l'urgence, c'est que vous le savez, vous vous en rappelez peut-être, à l'été 2023, il y a eu un énorme glissement de terrain sur le tunnel au niveau de la Prat dans la vallée de la Maurienne. Un énorme éboulement qui a complètement fermé la ligne ferroviaire. Donc il y a une ligne aujourd'hui qui relie la France à l'Italie, qui est la ligne historique du Mont-Cenis, qui nécessite 2 locomotives pour train de marchandises, un devant, un derrière, parce qu'il y a trop de pentes, mais c'est une ligne qui date du 19e siècle, ça peut se comprendre. Bon, il y a 2 sociétés qui exploitent cette ligne-là et qui mettent les trains sur des wagons spéciaux. Il y a des travaux importants qui avaient été faits par la région Auvergne-Rhône-Alpes et l'État à l'époque pour essayer de mettre le tunnel qui passe sous le Mont-Cenis au gabarit pour passer les plus gros containers. C'est pas le cas malheureusement, mais au moins quasiment les plus gros. Mais là, la ligne est fermée et il y a 4 millions de déficits pour les 2 exploitants. Donc nous, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est que l'État prenne ses responsabilités et qu'elle aide les exploitants, parce qu'il faut savoir toutes les matières dangereuses, enfin, une bonne partie des matières dangereuses passent par ce tunnel-là, et ça, c'est déterminant. Et c'est pas en fermant, en laissant mourir les sociétés qui exploitent le tunnel historique qu'on mettra plus de marchandises sur les trains. Donc voilà, c'est le sens de cette motion que je vous propose de lire. Il faut être cohérent. Aujourd'hui, on a besoin davantage de ferroutage et on n'a pas besoin de transport routier supplémentaire, quel que soit l'ouvrage, que ça soit une nouvelle galerie au tunnel du Mont-Blanc ou une pseudo-nouvelle galerie qui arriverait dans la vallée du Mont-Blanc. Donc, je vous mets dans le mille, ça se passerait dans le secteur de l'abbaye à Passy, parce que ça fait partie aussi des discussions, des choses qu'on peut entendre, mais c'est pas vraiment la priorité. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça soit Lyon-Turin. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, j'ai une question. Est-ce que ce type de motion, les autres communes de la communauté de communes de la Nôtre, de celle de Chamonix, ont adopté également ou vont adopter quelque chose comme ça? Pas à ma connaissance, mais je les invite à le faire. Elle sera transmise aux parlementaires. Elle sera transmise, la motion, elle sera aux députés et aux sénateurs, également au service de l'État. Moi, on avait dit avec Eric Fournier à l'époque, on avait prévenu le préfet, si vous voulez mettre les habitants du pays du Mont-Blanc et de la vallée l'Arve dans la rue, il n'y a qu'à continuer comme ça. Non, en fait, pourquoi je te dis ça? Parce que ensemble, on est plus fort. Donc, plus il y a de personnes, plus il y a de communes qui proposent des motions, mieux c'est. On est les premiers, donc bien entendu, moi je transmettrai la motion à ceux qui le souhaitent, puis peut-être qu'ils la modifieront. Mais en tout cas, à l'époque, avec Eric Fournier, on était la seule commune à Passy à avoir voté au Pays du Mont-Blanc une motion de soutien à la vallée de Chamonix-Mont-Blanc, parce que Eric s'était prononcé clairement contre ces discussions techniques. Donc la motion était un peu différente, mais là, il n'y a pas de souci. Nous, bien entendu, on pourra la proposer au conseil communautaire du mois de septembre, du 23 septembre, qu'on l'adopte tous les comme-comme. Voilà, mais je pense que c'est important de le dire. On est en train, et puis donc au niveau du fret, il y a quelques difficultés aujourd'hui sur les sociétés d'exploitation en Suisse par rapport au fret, parce que le fret est subventionné. Il y a aussi des problèmes de rentabilité. Mais en France, on passe que 9% des marchandises entre la France et l'Italie sur le train, c'est-à-dire le peu qui restait du côté d'Eton-Orbassano. Voilà, donc en 2026, c'est pas acceptable. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres questions? Non, c'est bon. Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Pardon, je vais y arriver. Toi, André, tu t'abstiens. Ouais. Tu veux dire pourquoi? Non, parce que oui, je peux dire pourquoi. Mets ton micro, s'il te plaît. Pourquoi je m'abstiens? Parce que dans l'idée en soi, l'idée est bonne, mais le discours que vous avez fait, monsieur le maire, il me plaît pas. Il est trop politique et il me convient pas. C'est plus par rapport au discours que vous avez fait qu'à l'idée. Voilà pourquoi je m'abstiens. T'as raison et c'est tout à fait ton droit. Mais c'est pas en soi, oui. Sauf que c'est important parce que c'est justement des dossiers où la politique, la grande politique à l'échelle internationale, rejoint les préoccupations des habitants et des locaux. Mais j'entends, mais comme c'est votre cheval de bataille depuis 7 ans, à Lyon-Turin, oui, c'est clair. Le même discours. Alors, mais là, c'est trop pour moi. Bon, écoute, voilà. Tant pis. Allez, donc une abstention. Non, André, oui, juste toi, parce que je crois que tu as le pouvoir de... Non, c'est toi qui as le pouvoir. D'accord, ok. Bon, ok, c'est tout bon. Ça marche. Donc, votez à l'unanimité. Je vous remercie. Écoutez, on a éclusé l'ordre du jour du conseil. Il n'y a pas de questions orales
qui ont été envoyés avant la séance. Je vais vous lire les décisions du maire. Je pensais qu'avec les vacances, on aurait moins de décisions que d'habitude, mais non, il y en a quand même 3 pages. Donc au niveau des dates d'ouverture, on a signé donc décision 83-26, c'est les dates et les tarifs du télésiège de la station de Plaine-Joux, donc qui est ouvert depuis le 4 juillet avec l'inauguration de la piste VTT. Donc il y avait pas mal de monde hier. Là, ça fait des jours, il fait beau, il y a du monde, il fait un peu moins beau, on est obligé de fermer. Donc c'est pas avec les orages, c'est pas facile. On va dire ça tourne quand même correctement pour le moment. La décision 152-26, attribution du logement communal numéro 2 au bâtiment des instituteurs à Marlios pour un montant de 708,80 € et des provisions pour charge de 66,17. Décision 153-26, c'est location d'un garage d'un garage communal à Marlios dans cette même école pour 49,02 €. Décision 177-26, c'est une mise à disposition d'un logement communal pour la saison estivale 2026 et pour nos saisonniers, ça. Oui. Avenue des Grandes Platières. Donc ça, pareil, c'est une chance d'avoir du logement communal pour les saisonniers, notamment au lac. C'est difficile. Et la piscine. Décision 178-26, complément des tarifs de la base de loisirs. Donc là, c'est l'instauration du pass loisir qu'on vient de lancer pour la saison estivale. Décision 179-26, attribution d'un logement type F3 au plateau pour un agent communal, donc pour un loyer de 630,30 € et prévisionnel de charge de 66,47. Décision 180-26, DIA, donc c'est non-exercice du droit de préemption pour un bien au 86 impasse des Grands Prés. La décision 180-26, c'est non-préemption d'un bien au 54 rue des Grands Champs. Décision 182-26, c'est une DIA pour une non-préemption pour, il n'y a pas l'adresse, pour une parcelle cadastrée OD 4711. Décision 183-26, non-préemption d'un bien au Grange-Valais. La décision 184-26, non-préemption d'un bien encore à la Grange-Valais. Décision 185-26, attribution d'un logement communal numéro 5 au bâtiment dit des instituteurs à l'abbaye pour un loyer de 457,16 € et des charges de 58,25 € par mois. Décision 186-26, non-préemption d'un bien au Pourtel à Chède. Décision 187-26, achat et livraison d'un véhicule 4 roues motrices homologué type agricole pour l'entretien des voies vertes été-hiver. Donc ça, c'est un marché conclu avec la société Bosson SAS à Cransal pour un montant de 171 780 € hors taxe. Donc c'est un véhicule qui sera polyvalent, à la fois déneigement, balayage sur les voies vertes, on pourra l'équiper, c'est un porte-outil. Donc là, on a fait un bon coup. En plus, on est dans le budget. Donc, c'est vraiment un engin dont on a besoin typiquement pour déneiger les petites rues des Plaines, par exemple. Décision 188-26, implantation d'une micro-crèche à l'école de l'abbaye. Donc, le O1, démolition, gros œuvre aménagement avec AB pour une moins-value de 400 € hors taxe. Nouveau montant du marché, 64 254,34 € hors taxe. Décision 189, convention de mise à disposition d'un logement communal pour la saison estivale, donc aux 50 rue des Grands Bois. Décision 190-26, convention de mise à dispo encore d'un logement communal pour la saison estivale à la même adresse, à titre gratuit. Là, c'est un autre logement pour la décision 191, 45 avenue des Grandes Platières, à titre gratuit. Décision 192-26, c'est les travaux de restructuration de la télésurveillance des réseaux d'eau potable. Donc, c'est l'eau 1 ouvrage d'eau potable, marché sans publicité ni mise en concurrence, signé avec la société électromécanique genevoise, basée à Viry pour un montant de 45 562 € hors taxe. Décision 193-26, travaux de restructuration du parc de télésurveillance des réseaux d'eau potable. Pareil, c'est l'eau 2 ouvrage, assainissement, donc marché conclu avec la société électromécanique genevoise, pareil, basée à Viry pour un montant de 19 249 € hors taxe. Décision 194-26, donc c'est une cession de droit d'auteur pour l'association immobilière de fraternité et la commune de Passy. C'est quoi ça? C'est les droits d'auteur. Ah, pour l'église du plateau. Ouais. Les droits d'auteur pour l'église du plateau d'Assy et les supports numériques dont on est obligé de s'acquitter des droits d'auteur pour les photos. 195-26, décision, c'est non-préemption d'un bien qui est situé 27 place Théophile Vallée au plateau. Décision 196-26, non-préemption d'un bien 96 chemin des Jutes. Décision 197-26,
c'est un logement communal attribué pour la saison estivale au 45 avenue des Grandes Platières à titre gratuit. Décision 198-26, non-préemption d'un bien au 378 avenue de l'Aérodrome. Décision, c'est la dernière page, 199, non-préemption d'un bien à plein Passy Ouest. Décision 200, c'est la régie d'avance pour la garderie périscolaire CLSH touche à tout et son annexe. Les Louveteaux, décision 201, c'est non-préemption d'un bien au 1154 avenue du Docteur Arnaud. Décision 202, non-préemption d'un bien qui est au lieu-dit Les Craies. Décision 203, non-préemption d'un bien au 20 rue des Aigrats. Décision 204, ça c'est dans la zone. Décision 204, non-préemption d'un bien au 2481 route du Plateau d'Assy. Décision 206-26, convention de mise à disposition de véhicules au profit de l'Office du tourisme pour le trail du Tour des Fils. Bon, c'est passé, mais on a signé la convention. Trail du Tour des Fils qui s'est bien passé malgré l'orage avec un bon repli et un bon résultat financier apparemment. Décision 207, non-exercice du droit de préemption, donc un bien au 100 chemin des Échartas. Décision 208, non-préemption d'un bien encore aux Échartas, au lieu-dit les Échartas à la Chaîne Nord. Décision 209, autorisation d'ouverture au public de la microcrèche des Éterlous. Donc l'ouverture sera le 17 août. 17 août. À l'abbaye, on en profite. Donc dans l'école de l'abbaye et sur les 12 berceaux, on en a 7 ou 8 qui sont des familles de l'abbaye. Donc la volonté, c'est de se rapprocher des familles, donc ça fonctionne. Décision 210, non-préemption d'un bien au 54 rue des Grands Champs. Décision 211-26, non-préemption d'un bien avenue de Saint-Martin. Décision 212, t'en as marre, Élise, hein? Moi aussi. Travaux de rénovation du parquet du Parvis des Fils. Depuis le temps qu'on en parle, tu pourras en profiter. Non marché sans publicité ni concurrence, donc signé avec la société Actuel Parquet à Annecy pour un montant de 25 523 € 10 hors taxe. Décision 213, confortement aval du chemin du Cru, on en parlait tout à l'heure, hein, donc un avenant numéro 1 conclu avec la société Acro BTP basée à Passy pour un montant de 24 073,25 €, bon, qui porte le nouveau marché à 151 205,25 €. Ça y est, j'ai terminé. Il y a plus de décisions à vous transmettre. Juste donc l'ouverture de la microcrèche des Éterlous au 17 août. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a inauguré la piste VTT le 4 juillet, donc qui est opérationnelle avec le télésiège qui est ouvert tout le mois d'août encore. Donc ce soir, vous n'avez pas de chance. Dans un quart d'heure, c'est la fin du 2e jeudi guinguette organisé par l'OT. C'est ce à quoi pensait Élise tout à l'heure, donc dans le parc Biolay. En tout cas, il y a eu un beau succès sur la première édition, c'était vraiment super, une belle organisation, donc bravo à l'office. Et là, je crois qu'ils ont prévu un peu plus de stands pour éviter de faire la queue, parce que je crois qu'ils ont été débordés par le succès. Le 6 août à 18h, on inaugurera donc le Salon international du livre de montagne de Passy. Et puis non, c'est pas le même jour, c'est le 6 août ça. Et puis le 9 août, on aura donc la cérémonie de Montfort à 11h sur place, la commémoration du maquis de Montfort, et puis à 17h, on aura le vernissage de l'exposition Artifex Sinorto au Jardin des Cimes, donc le 9 août à 17h. Voilà, écoutez, les 20h45. Prochain conseil, ça sera probablement début septembre, on a la date? C'est le 10. Le 10 septembre, donc en septembre, on fera deux conseils. Parce qu'en général, il y a beaucoup de choses qui se cumulent pendant la période d'août et on aura pas mal de délibérations RH à passer. Donc le 10 septembre et le 24 septembre, le lendemain du conseil communautaire. 20h45, je vous remercie de votre attention, de votre participation et je clôt le conseil et vous invite au verre de l'amitié. Merci à tous, bonne soirée et bonnes vacances pour ceux qui partent en août.